Bienvenue dans cet épisode 2 où nous allons parler des fonctions. Ces dernières permettent d'effectuer toutes sortes d'actions dans nos jeux et tout comme les variables, elles sont indispensables. Il y en a dans tous les jeux. Il est bien évidemment possible de combiner les variables et les fonctions pour faire toutes sortes de choses et nous allons voir quelques exemples au fil de cette vidéo. Une fonction est généralement composée de 3 éléments. Son type, ici void qui représente une fonction entre guillemets classique, le nom de la fonction et d'éventuels paramètres. Le type et le nom sont des éléments indispensables. Les paramètres, eux, sont optionnels et sont des valeurs ou des variables qui peuvent être réutilisées dans la fonction. Nous verrons des exemples dans un instant. Seulement, avant ça, nous allons étudier des fonctions un peu particulières. Il existe des fonctions dites classiques, que l'on peut personnaliser comme on veut, mais il en existe d'autres avec des noms spécifiques et des utilités très précises. Commençons par la fonction start. Comme son nom l'indique, cette fonction se lance lors du démarrage. Il est donc possible d'effectuer des actions dès lors que l'on appuie sur Play depuis Unity 3D ou simplement lorsqu'on lance un jeu créé via Unity. J'ai donc créé un script ici très simple. Nous possédons une variable int dont nous avons parlé à l'épisode précédent, une fonction start qui, comme je l'ai dit, va se lancer directement au démarrage du jeu et à l'intérieur une action print. Cette dernière permet d'afficher des messages dans la console. Ces prints sont surtout utilisés pour les tests ou le débugage de script. Entre les parenthèses, on retrouve le nom de notre variable, ce qui veut dire tout simplement qu'on va afficher un message dans la console, et qu'est-ce qu'on va afficher? Eh bien, notre variable. Je vais donc aller sur Unity et ajouter ce script sur un élément de ma scène pour qu'il puisse se lancer au démarrage. L'important dans cet exemple n'est pas la fenêtre Play, mais la console. J'appuie donc sur Play, et lorsque le jeu se lance, on retrouve un message dans la console qui nous indique 5. Et effectivement, si on regarde notre script, eh bien ma variable possède bien 5 en valeur de base. Ce n'est donc que de la logique, seule la syntaxe est un petit peu particulière. Retournons dans notre script et ajoutons quelques autres lignes. Vous l'avez sans doute compris, on va faire la même chose, sauf qu'après avoir affiché la première valeur, on va ajouter 1 à notre variable. Après cela, on va à nouveau l'afficher dans la console, puis rebelote, on ajoute 1 et on réaffiche. Vous remarquez pourtant que ces deux lignes sont différentes. Pourtant, je viens de dire qu'elles font exactement la même chose. Eh bien oui. Lorsque l'on veut ajouter juste 1 à une variable, on peut utiliser le nom de la variable et 2 fois le signe plus, ou alors plus égale 1. En revanche, si on veut ajouter plus que 1, nous sommes obligés d'utiliser la deuxième technique. Testons notre nouveau script. Et une fois de plus, logique, on affiche 3 messages. La valeur de base lors du lancement et 2 autres après avoir incrémenté notre valeur de 1. Donc logiquement, on retrouve 5, 6, 7. Vous avez compris le principe de la fonction start, elle se lance toute seule et une seule fois lors du lancement du jeu. Parlons maintenant d'une autre fonction existante, update. Si vous avez suivi ne serait-ce qu'une seule série de tutos concernant Unity, vous l'avez déjà rencontrée. La fonction update est une fonction qui se lie à chaque frame. Vous connaissez probablement l'expression FPS qui signifie frame per second ou IPS en français, image par seconde. Eh bien, la fonction update se lie à chaque frame, à chaque image. Donc, comprenez en gros que cette fonction est lue en permanence, tout le temps. Imaginons que nous partons sur le même principe que le script précédent. Je vais supprimer ma fonction start et on ajoute simplement une fonction update avec à l'intérieur le print mon int. Je lance mon jeu et là on peut voir que la console va être spammée. On demande à chaque frame de nous retourner le montant de la variable. Il existe une option appelée collapse dans la console qui permet de stacker les messages identiques venant du même script. Donc, si j'appuie sur ce bouton, tous les messages identiques provenant du même script sont affichés en une seule ligne et à droite, on va retrouver le montant de messages retournés. Vous avez aussi compris le principe de cette fonction, c'est l'une des plus utilisées avec Start. Je vais vous donner un autre exemple. Imaginons que l'on veuille effectuer une action lorsqu'on appuie sur une touche. Eh bien, on va le mettre dans la fonction update, car on a besoin de vérifier en permanence si on appuie sur la fameuse touche, et si c'est le cas, on va effectuer une action. Nous y reviendrons dans un épisode suivant plus en détail. J'aimerais vous parler d'une dernière chose concernant ces fonctions spéciales, peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, mais il en existe d'autres, notamment Awake, Late Update et Fixed Update. En fait, elles sont toutes assez semblables à leurs homologues Start et Update. La fonction Awake est toujours appelée avant la fonction Start. En fait, elle permet surtout de choisir l'ordre d'initialisation des scripts. C'est une fonction assez technique et un petit peu plus avancée, et elle n'est pas utilisée partout. Retenez simplement qu'elle se lie avant la fonction Start. Concernant Late Update, c'est une fonction qui se lie après que tous les éléments d'une fonction Update soient lus. C'est une fonction utile pour choisir l'ordre d'exécution des scripts.
Pour vous donner un exemple, une caméra qui suit des objets doit toujours avoir ses éléments essentiels dans late update, car la caméra a peut-être pour objectif de suivre des objets qui ont bougé auparavant dans la fonction update. Donc on doit récupérer la position que après ce déplacement. En gros, retenez que c'est une fonction qui se lit après chaque fin de la fonction update. C'est une fonction qui ne s'arrête donc jamais non plus. Pour finir, parlons très rapidement de fixed update car c'est un petit peu plus compliqué. C'est une fonction qui doit être utilisée à la place d'update lorsqu'on utilise activement des rigid body. L'effet sera bien mieux et bien plus réaliste. Vous l'utiliserez très rarement, donc retenez surtout start et update pour le moment. Avant de vous montrer comment créer vos propres fonctions, j'aimerais revenir sur une fonction obsolète ou quasiment obsolète. Elle existe toujours mais ne doit plus être utilisée on GUI. Peut-être qu'en regardant des tutos ou des scripts un petit peu vieux, vous allez retomber sur cette fonction. Elle permettait à l'époque d'afficher des éléments sur l'écran, donc des textes, des drop-downs, des sliders, etc. Bref, c'était pas une technique très pratique et c'était pas très beau. Donc, comme je l'ai dit, on ne l'utilise plus aujourd'hui au profit d'un système beaucoup mieux, les UI. Voilà pour les fonctions built-in, comme on appelle ça, donc les fonctions particulières. Créons maintenant nos propres fonctions. Vous le savez, la majorité de nos fonctions sont composées de 2 à 3 éléments. Void, le nom et les éventuels arguments. On va créer notre première fonction que je vais appeler ma fonction. Et je vais lui faire des calculs. J'ai deux variables appelées nombre 1 et nombre 2. Dans la fonction ma fonction, je vais afficher ces deux nombres, puis je vais les additionner et afficher le résultat. Vous voyez que contrairement au script précédent, mes prints contiennent bien plus de choses. En fait, je vais simplement afficher une phrase dans la console, donc mon premier nombre est, suivi du résultat de notre variable. Entre les deux, j'ajoute un plus pour indiquer à Unity que je veux afficher le premier élément plus le deuxième élément. Attention, c'est pas parce qu'il y a un plus qu'on parle d'addition. Ici, c'est de la concaténation. On va coller en fait les deux éléments. Ici, je fais pareil pour le deuxième nombre. Je change juste un petit peu la phrase et le nom de la variable, mais le principe est exactement le même. Puis, dernière ligne, j'affiche la phrase le résultat de l'addition est avec le résultat de l'addition des deux variables. Là, comme vous pouvez le voir, c'est une addition, car je fais mon opération entre parenthèses. Si je n'avais pas mis ces parenthèses, le script aurait affiché la phrase, puis le nombre 1, puis le nombre 2, sans réaliser d'opération. Maintenant, il faut qu'on essaie notre script, mais problème, nous n'appelons ce script nulle part. Ce qui signifie que cette fonction ne va jamais se lancer, et donc on va jamais rien afficher. Ajoutons donc une fonction start avec à l'intérieur le nom de notre fonction, et entre parenthèses ses éventuels paramètres, puis le fameux point virgule. Ici, nous n'avons pas de paramètres, donc on peut directement aller lancer le jeu après avoir écrit cette ligne dans la fonction start. Et voilà ce dont je vous parlais. On a le premier nombre, le deuxième, et le résultat de l'opération. Je vais vous montrer une dernière chose, les paramètres. Je vous en parle depuis le début de la vidéo, mais vous n'en avez pas encore vu en action. Je vais ajouter un paramètre int que je vais appeler paramètre 1, et un paramètre int que je vais appeler paramètre 2. Je vais remplacer nombre 1 dans ma fonction par paramètre 1 et nombre 2 par paramètre 2. Dans la fonction start, je vais donner une valeur aux paramètres 1 et 2. Imaginons que paramètre 1 sera égal à 8 et paramètre 2 sera égal à 12. Maintenant, si je lance mon jeu, ça fonctionne toujours, mais les résultats ne sont plus les mêmes. En fait, les paramètres sont en quelque sorte des variables que l'on peut envoyer à la fonction. Ici, on va envoyer 8 pour premier nombre et 12 pour deuxième nombre. Donc on va récupérer ces nombres, les réutiliser, puis afficher le fameux résultat. Si maintenant, je copie la ligne dans la fonction start, que je la colle juste en dessous de la première, et que je remplace 8 et 12 par, imaginons, 50 et 51, si je lance le jeu, les deux lignes vont se lire et on aura toujours 8 et 12 ainsi que leur résultat, mais on aura aussi 50 et 51 ainsi que leur résultat. Donc, en gros, on peut appeler cette fonction autant de fois qu'on veut et avec des paramètres différents. Bref, les paramètres sont des éléments envoyés et réutilisés par la fonction. Dans le cas présent, on a l'impression que ce n'est pas très utile car on fait des choses très simples, mais vous verrez plus tard que les paramètres sont très utiles. Je vais même vous montrer un petit exemple dans quelques instants. Allez, fini le cours magistral ennuyeux, on va passer aux exemples. Je vais donc vous montrer des extraits vidéo pour vous montrer des fonctions en action. Mais avant ça, quelques précisions importantes. Les fonctions start et update sont des fonctions spécifiques à Unity. Donc elles ne portent pas forcément le même nom dans d'autres moteurs de jeu et n'ont pas forcément la même utilité que celles que je vais vous montrer. De plus, les jeux que je vais vous citer maintenant ne sont pas tous forcément créés sur Unity. Sachez aussi qu'il est bien plus difficile d'identifier des fonctions que des variables. Donc ce que je vais vous donner, ce sont des exemples qui pourraient être des fonctions
si on transférait ce jeu sous Unity ou si on recrée ce jeu sous Unity. Cependant, tout ce que je vais vous montrer maintenant, c'est quand même des exemples à prendre avec des pincettes. Pour commencer, parlons d'un jeu qui est très connu depuis plus d'1 an maintenant, Overwatch. Un bon exemple de fonction start serait tout simplement le lancement d'une nouvelle partie. Il y a toujours un temps d'attente, le temps que l'équipe de défense se mette en place et que les attaquants préparent une stratégie. Ce temps d'attente est représenté par un timer. On pourrait dire ici que nous avons une sorte de fonction timer qui est appelée dans la fonction start, et dans cette fonction timer on réduit le temps de 1 chaque seconde. Pour aller plus loin, on pourrait même dire que lorsque le timer atteint 0, on appelle une autre fonction, qu'on pourrait appeler Start Game, qui ouvre les portes des attaquants et qui permet à la partie de réellement commencer. Je vous rappelle que les noms de fonctions et les fonctions en elles-mêmes que je vous donne sont des exemples. Le jeu ne fonctionne peut-être pas de cette façon, mais si on se donnait pour objectif de le recréer sous Unity, c'est probablement comme ça qu'on ferait. Je vais maintenant vous montrer, toujours sur Overwatch, un exemple de fonction Update. Comme je l'ai dit plus tôt, les conditions permettant à un personnage de se déplacer se trouvent dans la fonction Update. Voilà un exemple en pseudocode pour que vous puissiez bien comprendre. On reviendra sur ces fameuses conditions dans un épisode suivant. J'utilise une fonction update car je veux vérifier en permanence si le joueur appuie sur une touche. Si le joueur appuie sur la touche Z par exemple, eh bien on va faire avancer le personnage. Si j'appuie sur S, on va le faire reculer. Bref, vous avez compris le principe. On peut voir un autre exemple mélangeant fonction update et fonction personnalisée. Sur Overwatch, chaque personnage a la possibilité d'utiliser des capacités spéciales. Mon personnage actuel peut par exemple envoyer une grenade flash lorsque j'appuie sur la touche E. Donc voilà comment on pourrait imaginer ça dans le code. On vérifie en permanence si le joueur appuie sur E. Si c'est le cas, on appelle la fonction capacité flash qui va aller jouer l'animation du personnage, faire apparaître la grenade, flasher l'ennemi, etc. Les exemples risquent d'être un petit peu répétitifs parce que c'est un petit peu toujours la même chose, mais je vais vous montrer un dernier exemple sur un jeu que je suis en train de créer à travers la série Créer un RPG facilement sur Unity 3D. Ici, je vais vous montrer un exemple avec des paramètres. Avant que le clip ne commence, vous devez savoir une chose. Mon ennemi possède un nombre de dégâts variable. Selon certains paramètres, il va donc attaquer mon joueur plus ou moins fort, et donc lui faire baisser ses points de vie. On pourrait donc schématiser cette fonction de cette façon. Si le joueur est assez proche, on va aller l'attaquer. Donc on va lancer notre fonction attaque. Et dans cette fonction attaque, on va faire des dégâts au joueur. Et ces dégâts, on va les envoyer en paramètres. En gros, mon joueur possède une fonction prendre des dégâts, et elle prend en argument une variable. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir envoyer tant et tant de dégâts à telle et telle personne. Donc en l'occurrence, c'est l'ennemi qui attaque le joueur en lui envoyant un nombre de dégâts précis. C'est-à-dire qu'un ennemi qui pourrait être exactement construit de la même façon, mais qui ferait plus de dégâts, enverra donc ces dégâts de la même façon, seulement seul l'argument va changer. Encore une fois, j'utilise du pseudocode, donc la syntaxe n'est pas la bonne, mais le principe c'est simplement de vous expliquer le fonctionnement. Si je lance le clip, on va effectivement s'approcher de l'ennemi. Si on est assez proche, il va se mettre à nous attaquer, et lorsqu'il attaque, il va faire baisser nos points de vie en fonction de son nombre de dégâts. Voilà pour les exemples de cet épisode 2 sur les fonctions. C'est un épisode qui est un petit peu plus technique mais indispensable. Dans le prochain épisode, nous reviendrons probablement sur les conditions qui permettent encore une fois un tas de choses. Effectuer diverses actions, se déplacer, faire différentes choses en fonction d'un résultat, etc. Bref, on se retrouve bientôt pour l'épisode 3. Salut tout le monde.